Je vais vous le dire, monsieur Grenard, je suis affligée. Je vous trouve d'une médiocrité, mais affligeante. Vous n'avez juste un mot à la bouche, c'est minimiser le travail des élus. Surtout, ne pas les indemniser. Surtout, dévaloriser leur statut. Surtout, faire en sorte qu'on les montre du doigt, qu'on les pointe du doigt. Franchement, je vous trouve minable. Minable. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Très bien, on passe... Ah, pardon, monsieur Montero, je vous avais pas vu. Vous étiez collé contre le mur, c'est pas dans votre habitude, je vous avais pas vu. Je suis dans le coin, ça me rappelle ma jeunesse. Oh non, je suis sûr que vous étiez premier de la classe. Moi? Oui. Oui, mais du fond. Quand je vous dis que je suis suspicieux, madame le maire, déjà d'une, on sort de 5 ans de Yves Juel, avec un mode de fonctionnement qui était suspicieux. On peut dire ça comme ça, n'est-ce pas, monsieur Storey? Moi, monsieur Montero, je suis votre idée. Deuxièmement... Si vous voulez, je vous dédicacerai une photo après. Mais non, je l'ai déjà. Vous me l'aviez fait l'année dernière. Moi, je trouve que c'est bien que tu sois l'idole de quelqu'un. Ensuite, on aurait pu se voir en réunion de quartier. En plus, madame le maire, quand vous dites je suis suspicieux, on a quand même des faisceaux qui nous sont arrivés à nos oreilles. Savez-vous qu'autour de vous, des gens ont mis une certaine pression ou ont fait passer des messages à des présidents d'associations pour faire démissionner des gens qui faisaient partie d'un bureau? D'accord? J'ai 2 exemples concrets. Je me tiens à votre disposition si vous voulez de plus amples renseignements. Mais c'est quand même fou, vous qui dites fini la chasse aux sorcières, vous êtes la mère de tous les Mentonnais, que des gens autour de vous fassent pression auprès de présidents d'associations pour leur demander attention. Montero, c'est pas D, c'est 1. Pardon? Et on peut en parler, c'est pas D, c'est 1. Ah, mais non, mais je sais très bien de quoi vous parlez. D'ailleurs, un très très proche à vous, c'est marrant. Très, voilà. À moi? Oui, à vous. Allez, continuez. Donc, vous parlez de suspicion. Mais automatiquement, quand on voit tout ça, on ne peut qu'être suspicieux. On est d'accord? Quoi le tout ça? Ah, mais quand on voit tout ça... Non, mais c'est quoi le tout ça? Soyez concret. Dites-moi, quand un président est appelé par un élu pour lui demander, après 20 ans de travail, alors que cette personne-là, ça fait 20 ans qu'elle est dans cette association, ok, et qu'on dit, mais tu sais, t'as pas bien choisi ton camp, ta femme, elle était sur une liste, il vaut mieux que tu changes, tu leur demandes de démissionner. Est-ce que ça, c'est bien? Alors ça, donc le tout ça, c'est ça. Non, mais vous avez d'autres. Vous venez de me dire tout ça. Non, j'ai une autre personne qui était bénévole, et on lui a demandé, c'était aux missions locales, on lui a demandé, tu étais sur la liste, ça serait bien, tu sais, on m'a fait passer des messages, ça serait bien quand même qu'on arrive à te faire démissionner. Et il était bénévole, et ça faisait 10 ans qu'il était bénévole. Donc, ça, vous savez quoi, j'y crois pas une seconde. La mission locale, elle fonctionne parfaitement en très bonne intelligence avec le directeur. Je vous dis pas, attendez, moi je vous dis pas qu'elle fonctionne pas. À un moment donné, moi, voilà. Tout ça me plaît pas. Donc soit vous avez des noms, des cas concrets, il y a des injustices qui ont été faites, vous me les dites, et je les rectifierai parce que je n'aime pas l'injustice. Donc vous n'êtes pas au courant. Et vous me dites pas tout ça. Non, mais est-ce que vous êtes au courant? Sur la mission locale, je vais vous dire, j'ai encore fait il y a 3 jours, une manifestation avec la totalité du bureau, des administrateurs, des bénévoles. Je n'ai eu écho de rien. Donc si quelqu'un a quelque chose, vous voyez, je suis quelqu'un, on vient me parler très facilement. Écho de rien. Donc moi, ce que vous me dites... Voilà, donc ça veut dire que vous êtes au courant. De la mission locale? Mais au courant de quoi? Et sur Initiative Montion-Riviera, est-ce que vous êtes au courant ou pas? Attendez, on finit sur la mission locale, au courant de quoi? Non, mais... De rien. Ce qui s'est passé. De rien. C'est passé quoi? Donc il a démissionné comme ça. Écoutez, okay. Je n'ai pas reçu de courrier, je n'ai pas reçu de demande, et j'ai fait encore des réunions la semaine dernière avec la totalité des bénévoles, du bureau, du directeur, de l'ancien président, du nouveau président. Je n'ai écho de rien. Donc tout le monde s'est donné le mot pour qu'on ait écho de rien? Alors, arrêtez, avec en plus des tendances très variées, hein, donc je n'y crois pas une seconde. Je me tiens à votre disposition tout à l'heure, pas de problème. Mais avec grand plaisir. Ça va bien se passer. Il manquerait plus que ça se passe pas bien. Ah, c'était une petite boutade pour monsieur Venem.
Ah mais vous avez le droit d'avoir des petites boutades il y a du PS, hein, ça va bien se passer, c'est très PS comme connotation, vous avez changé de bord. Ouais, je suis dans des tissus. Moi, je suis ça va bien se passer, vous connaissez pas? Oui, mais moi, mon étiquette, c'est menton, c'est tout. Bah oui, mais là, vous faites des déclarations et des citations PS. Pardon, monsieur Marquisio? Et un peu portugal aussi. Ah, toujours portugais, italien et tout. Bon, trêve de plaisanterie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les associations aujourd'hui. Mais je suis né à Menton. Moi aussi. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les associations. Donc, ça vous embête pas, on va revenir dans le débat des associations. Qui a des questions, qui a des observations? Alors, monsieur Sarkozy, allez-y. Merci. Madame le maire, vous l'avez vu, nous avons voté pour la précédente délibération parce que, aussi imparfait soit le dispositif, 3 adjoints de quartier, c'est mieux qu'aucun adjoint de quartier. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Des adjoints de quartier, c'est un outil de proximité parfaitement essentiel. Mais sauf erreur de ma part, dans les mandats précédents, ces adjoints de quartier, eux aussi imparfaits étaient-ils, n'étaient pas rémunérés. Vous allez savoir où est-ce que j'emmène ma remarque. Vous nous demandez aujourd'hui d'en créer 3 nouveaux. Et suite à mon intervention sur la hausse des indemnités de vos élus au un précédent conseil, je vais m'inscrire dans cette même lignée en vous demandant, parce que quand on lit votre délibération, donc chacun de vos adjoints aura une indemnité de fonction calculée au taux de 22,5% de l'indice brut terminal, majoré de 15% au titre du chef-lieu de canton. Donc, pour parler en lingua franca, chaque adjoint sera rémunéré environ 1 295 € par mois et par poste, encore une fois sauf erreur de ma part, donc un coût de 46 614 € pour l'année, et sur la totalité du mandat, ces 3 adjoints de quartier coûteront à la municipalité 280 000 €, encore une fois sur la durée du mandat. Donc encore une fois, on soutient votre démarche, tout à fait d'accord, 3 c'est mieux que rien. Est-ce essentiel de rémunérer ces agents de quartier pour un travail qui relève quand même de quelque chose qui est absolument impératif pour une municipalité, et surtout en vue de la situation financière précaire de la commune et des hausses d'indemnités des élus que vous avez déjà fait passer pour votre conseil. Merci. Alors, Madame le maire, mes chers collègues, Monsieur Renard, on vous donnera la parole après. Monsieur Sarkozy, effectivement, vous avez raison, c'est un choix politique, mais le choix que Madame le maire a voulu faire, c'est le choix de la proximité. Et donc, ces adjoints-là vont travailler. Tout travail mérite salaire, c'est prévu par les textes légaux, et vous pouvez même rajouter dans votre calcul que nous allons mettre aussi des fonctionnaires sur ces dossiers. Donc il y aura aussi des coûts de fonctionnaires qui animeront, qui participeront aux réunions de quartier pour écouter, pour faire le retour justement de l'expression des besoins. Mais c'est un choix politique, le choix de la proximité dans une période qui est très difficile et où les gens ont besoin de faire remonter justement leurs idées, leurs manques, leurs soucis. Donc les problèmes sont là, on les fait remonter, on va les traiter. Jusqu'à présent, cela n'était pas traité. À l'époque de M. Guibal, et j'y ai participé pendant des années, c'était des réunions avec des élus, mais pas d'adjoints de quartier, et des fonctionnaires étaient présents, le directeur général des services, mais sans autre lien derrière. Là, il y aura un fonctionnaire qui sera dédié justement sur ces problématiques-là pour faire remonter les problèmes. Voilà. Vous me permettez une réponse, Monsieur Stoll. Je comprends tout à fait votre démarche, et encore une fois, très bien, on signe tout de suite. La question n'est pas forcément là. Puisqu'il n'y a que 3 zones, chaque adjoint de quartier, effectivement, aura une charge de travail assez conséquente, parce que ce n'est pas que Gare-Avant, ce n'est pas que la vieille ville, c'est une zone importante. Pourquoi je ne veux pas refaire le débat de la précédente délibération, mais si vous aviez par exemple un adjoint par quartier, c'est quelque chose qui aurait pris en masse de travail beaucoup moins de temps pour chaque adjoint, qui aurait augmenté justement la disponibilité de ces adjoints et leur proximité, et qui aurait permis peut-être de ne pas les rémunérer dans une situation financière qui reste très problématique selon votre propre jugement de la situation budgétaire de la commune. Vous avez raison sur la situation financière de la commune, et d'ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les exercices précédents nous laisse un peu pantois. Cela étant, ce n'est pas, il faut arrêter les 3 adjoints de quartier et ce que ça va coûter ainsi que le fonctionnaire qui vont plomber les comptes de la commune. C'est d'autres choses qui nous grèvent lourdement le budget. D'ailleurs, Madame le maire a lancé des audits en ce sens,
audit juridique, personnel, financier, dont nous aurons des résultats très prochainement et qui nous donneront des sources d'optimisation. Donc voilà, effectivement, vous avez raison, ça a un coût, nous l'assumons politiquement et nous allons avancer dans ce sens. Je vais rejoindre à moitié ce qu'a dit Monsieur Sarkozy. Alors, sur le bilan, on est d'accord. Vous nous dites que la situation financière est contrainte, qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, que chaque euro compte. Très bien, dont acte. Mais vous créez quand même ces 3 nouveaux adjoints de quartier. Et nous, du point de vue de la symbolique, ça nous pose un problème. On ne peut pas dire aux Mentonnais, faites des efforts, attention, vous n'avez plus la navette gratuite, elle devient payante. Mais de l'autre, augmenter la dépense publique lorsqu'elle est rattachée aux élus. Où est l'exemplarité? Et vous nous parlez de cette proximité. Mais en fait, il y avait d'autres possibilités. On n'était pas obligé de créer des adjoints. On pouvait parfaitement confier ces missions à des conseillers municipaux subdélégués, comme c'est le cas dans beaucoup de communes. Et ça se fait très facilement, c'est beaucoup moins coûteux. Derrière cette décision, il y a une réalité qui est simple sur votre majorité, une majorité de 29 élus. Vous avez maintenant désormais 24 élus qui sont indemnisés, de 661 € à 5 179 €. À cela s'ajoutent les 15 000 € qu'on a voté, que vous avez voté, de frais de représentation, alors que dans le même temps, notre ville, elle emprunte 7,6 millions pour boucler son budget. Il y a une problématique de ce point de vue-là. On ne peut pas dire tout et son contraire. Alors je le dis avec gravité, le décalage entre ces discours est problématique. Quand on veut faire des économies, on commence par ne pas créer de nouvelles dépenses. Être élu à Menton, ça ne doit pas être une opportunité pour s'enrichir, même si les élus, on l'a dit, sont nécessaires. Il y avait d'autres possibilités. Je ne remets pas en cause le travail des agents qui font un travail formidable et qui peuvent le faire sur les conseils de quartier. Et en ces périodes de contraintes, on demande un peu d'exemplarité. C'est pourquoi nous voterons à la fois, comme la délibération précédente, contre. Léonard, je pense que vos propos manquent de retenue. Quand j'entends pour s'enrichir pour les adjoints, je crois que là, vous faites complètement fausse route. Vous êtes le champion du monde de l'aquaplaning politique. Vous nous parlez ensuite de navettes gratuites. Je ne vois pas ce que ça vient faire avec le schmilblick là-dedans. C'est le message envoyé. Oui, non. Aux administrés. Il n'y a pas de navette gratuite, donc je veux dire, le message envoyé, il est encore out, comme on dirait au tennis. Allez-y aux Mentonnais qui avaient la navette gratuite, qui vont devoir payer 1 € qu'il n'y a pas de navette gratuite. Monsieur Renard, laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler. Allez-y, pardon. Donc aujourd'hui, vous nous reprochez, en fait, si je comprends bien, de rémunérer 3 adjoints de quartier qui vont travailler pour la proximité. Alors sachez, monsieur Renard, d'accord, que pour nous, c'est une fierté, au contraire, d'avoir ces 3 adjoints, de mettre également des moyens sur la proximité. Et puis je vous laisse réfléchir cette petite phrase, mais la démocratie, c'est pas la dictature de la minorité. Voilà. Alors si c'est comme ça que vous considérez votre opposition comme la dictature de la minorité, désolé de nous exprimer. Ce que je vous reproche, c'est pas de la proximité, c'est pas de créer des conseils de quartier, c'est de pas avoir mis ces compétences, c'est de créer de nouvelles indemnités qui ne sont pas nécessaires. Vous les auriez mis à des conseillers municipaux subdélégués, ça aurait fait le même effet, ils auraient pu travailler de la même manière en proximité, sans créer de nouvelles dépenses, c'est tout ce qu'on vous dit. Je vais vous le dire, monsieur Renard, je suis affligée. Je vous trouve d'une médiocrité, mais affligeante. Vous n'avez juste un mot à la bouche, c'est minimiser le travail des élus. Surtout, ne pas les indemniser. Surtout, dévaloriser leur statut. Surtout, faire en sorte qu'on les montre du doigt, qu'on les pointe du doigt. Franchement, je vous trouve minable. Minable. Vous devriez faire l'inverse. Vous portez. Vous devriez porter la voix des élus locaux. Et à l'inverse, vous dévalorisez les élus locaux. Et vous savez quoi ? C'est pour ça qu'en France aujourd'hui, il y a même des villages dans lesquels il n'y a plus personne qui veut se présenter. Vous êtes, je vous le dis franchement, minable. Vous faites vraiment pas honneur, mais vraiment pas honneur aux élus locaux de manière générale, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité. C'est extrêmement décevant. Et c'est encore plus décevant quand on sait que vous travaillez en plus pour des élus. Ah oui, et puis je vais vous le sortir. Non, mais je vais vous répondre sur ça. Non, vous n'allez pas me répondre parce que je vais vous couper le micro. Et vous allez me répondre de rien du tout. Maintenant, on va passer au vote. Vous me dites que je suis minable. Ça m'intéresse plus. Ah, vous êtes vraiment minable. Et vous me laissez pas répondre. Ah ben non, c'est fini. Voilà, bon. Ça, c'est fini. Quand vous allez un peu réfléchir, arrêtez de dévaloriser les élus. Mais pas du arrêtez tout. de les pointer du doigt. Arrêtez de minimiser leur travail. Vous réfléchirez et à ce moment-là, vous recommencerez à parler intelligemment parce que je suis très en colère de ce que vous faites. Vous faites des amalgames. On a un mal fou en France à valoriser le travail
des élus, et vous venez à chaque Je ne conseil parle pas- municipal, je ne- vous les enfoncez. je ne parle Vous me pas de comparez l'intégralité des un budget élus. qui a été enfoncé par des précédentes municipalités. Nous, on arrive, on a une situation à l'État, et pour Tout aussi autant, grave. on devrait travailler gratuitement. Non, mais arrêtez. Madame Masson, ça Ah, sert à êtes- rien de vous énerver, Stop, c'est quelque chose de stop, très stop. sérieux. Mais je m'énerve vraiment contre vous. Et je vois ça, mais vous perdez Je votre trouve calme. d'une nullité, mais Ah bah gravissime. voilà, après la médiocrité, la nullité. Stop, on arrête, maintenant on passe au... Je vous remercie. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. En vous roulant par terre, en disant que c'était une catastrophe, que vous aviez écrit à la terre entière que ça allait représenter 7 millions d'euros. Monsieur Storail, dans sa mesure, dans sa pondération habituelle, disait « Avec cette délibération, vous avez décidé de s'aborder le paquebot Ville de Menton. Vous décidiez de partir en prenant la caisse et vous cramez les RH. » C'était 151 au mois de décembre dernier. On est aujourd'hui à 156 parce que vous êtes aperçu, responsabilité faisant, que le rôle entre l'opposition et la majorité c'est un petit peu différent et que ce n'était pas 156 emplois qui étaient recrutés par plaisir, mais juste une régularisation qui convenait de faire vis-à-vis des recommandations des services de l'État. Et je regrette que finalement, quelques mois plus tard, on revienne à cette situation d'origine qui prévalait au mois de décembre, qui avait été retoqué pour une question d'erreur matérielle par rapport à l'année d'affectation du budget à l'époque, et que du coup, en l'espace de plusieurs mois, il y a des agents qui étaient dans une situation précaire, qui auraient pu être régularisés et qui auront perdu ces mois par une action purement politique et politicienne de bas niveau. Vous étiez adjoint aux finances en 2025? Plus à cette époque. Début 2025, je pense que oui. Oui. Très bien. Vous savez pourquoi ça a été annulé par le tribunal administratif? C'est pas une erreur matérielle, c'est que ça n'avait pas été budgétisé. Non, ça a été annulé début Non, non, 2026. La délibération a été prise en décembre 2025. Oui, parce que ça n'a Donc, pas été à ce budgétisé. stade, À à ce l'époque où stade- vous étiez adjoint aux finances, À ça ce n'a stade, pas je été n'étais plus. budgétisé. Revoyez votre chronologie, Non, non, Madame garanti, Masson. ça n'a pas Monsieur été Storail budgétisé. apprécie beaucoup l'histoire et vous y aidera à cet effet. Cette délibération, elle a été passée le 10 décembre En 2025. tout cas, monsieur Champion, À une époque, imaginons même, il alors passait- regardez, imaginons que ma mémoire me lâche, vous n'étiez plus adjoint en finance. Il n'en demeure pas moins que c'était quasiment le régime dans lequel vous étiez de gouvernance à l'époque, à quelques jours près, excusez-moi, même si ma mémoire peut-être moins bonne que la vôtre, à quelques jours près. Il n'en demeure pas moins qu'on a bien fait d'alerter, parce qu'effectivement, c'était irrégulier du fait que ça n'avait pas été budgétisé, et aujourd'hui, nous ne faisons que appliquer ce qui aurait dû être fait depuis le départ, c'est-à-dire un tableau des emplois permanent qui va permettre de titulariser, parce que là maintenant c'est budgétisé. Ça n'est que bien, ça. c'est une erreur Ça n'est matérielle. que ça. Non, ce Très, n'était très pas une erreur matérielle. C'est pas ce qu'a dit le juge. Regardez le jugement, lisez-le tranquillement. Il n'y a pas de débat. Moi je suis pour l'application des décisions de justice. Ça n'avait pas été budgétisé. Peut-être qu'on a été un peu trop loin à ce moment-là, parce qu'effectivement c'était le flou artistique et qu'on n'avait pas votre niveau d'information. On n'avait pas votre niveau d'information. Vous ne vouliez pas la voir. Non, Monsieur non. Storail était absent à chaque réunion de Et le finance. préfet, vous plaisantez, monsieur Champion. Allez, un Le petit préfet peu des laissez la Alpes-Maritimes question. nous a suivis et on a une décision qui va dans ce sens-là. Ne dites pas de Vous bêtises. sollicitez les services RH. Ne dites j'étais pas à de bêtises, c'est disposition. pas à la hauteur de ce que Toujours je été à pense de vous. disposition. On a une décision du tribunal administratif et le préfet nous a suivis sur ce dossier. Donc, nous, on a peut-être été un peu trop loin parce qu'on n'avait pas tout le niveau d'information. Il n'en demeure pas moins que ça n'avait pas été budgétisé, que donc ça n'était pas dans les clous. Aujourd'hui, on revient à la normale. Et j'espère que tout le monde va le voter. Parce que c'est justement pour arrêter qu'il y ait des précarisations de certains emplois. Donc j'attends de voir qui va le voter ou pas. Mais on le votera comme on l'a fait la dernière fois. Vous, mais j'attends de voir Parce si que, certains par idéologie justement, vont ça le allait dans voter ce ou pas. sens-là de la Monsieur déprécarisation. Champion, j'ai pas de doute sur vous. Je dis en général, je vais voir qui va le voter ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je vous en prie, allez-y. Notre groupe souhaite intervenir sur cette délibération relative aux emplois permanents. Vous proposez d'ouvrir aux agents contractuels 117 emplois permanents à temps complet et 39 permanents à temps non complet. Cette évolution est importante et elle mérite des explications claires. Même si nous savons qu'il s'agit pour une large part d'une régularisation de situations déjà existantes, nous constatons également que certains emplois apparaissent comme non pourvus au 1er juillet 2026, alors même qu'ils semblent déjà occupés ou destinés à être pourvus par des contractuels. Nous souhaitons donc savoir si ces ouvertures correspondent à de véritables besoins nouveaux ou si elles viennent simplement régulariser des recrutements déjà engagés. Nous voulons également attirer votre attention sur le poste de responsable de la bibliothèque, qui est lui ouvert aux contractuels.
Des agents de la collectivité auraient pu être intéressés par ce poste. Pouvez-vous nous confirmer qu'il a bien été proposé à la mobilité interne avant d'être ouvert à un recrutement contractuel? Nous vous demandons également si ce poste est réellement ouvert à candidature ou s'il est déjà destiné à une personne identifiée. Cette question se pose d'autant plus que le nom d'une future responsable circule déjà publiquement, notamment à l'occasion du Salon du Livre. Pour notre groupe, la gestion des emplois municipaux doit être transparente, équitable et respectueuse des agents titulaires comme des agents contractuels. Les recrutements doivent répondre à des besoins clairement identifiés et ne doivent pas donner le sentiment que certaines décisions sont déjà prises avant même le vote de la délibération. C'est pourquoi nous vous demandons de préciser les critères retenus pour l'ouverture de ces postes aux contractuels, les démarches effectuées en matière de mobilité interne et les garanties apportées pour assurer l'égalité de traitement entre les candidats. Oui, allez-y. Non, je vais répondre. En complément de ma collègue, quand on vous donne la date du 1er juillet 2026, on prend l'exemple chauffeur du cabinet du maire. Mais il est déjà là, sauf erreur de ma part. On a découvert également qu'il y avait chargé de mission auprès de monsieur le DGS. Mais cette personne est déjà là, est déjà dans mairie, encore une fois. Communication, un poste de photographe vidéaste. Mais depuis le début, il y a un poste de photographe vidéaste qui vous suit. Et il est déjà là. La cellule des jardins d'exception. On demande une secrétaire. Mais attendez, il n'y a plus 3 jardins, il n'y a plus qu'un jardin. Donc, et qui est rattaché à la DGST. Et enfin, au niveau de la jeunesse et du périscolaire, je vois un seul poste d'animateur prévu, avec toutes les carences et les difficultés que le service jeunesse peut avoir. Donc nous attendons effectivement des réponses. Le problème qu'il y a, Madame le maire, c'est qu'on s'est plaint pendant 5 ans d'une mandature sous Yves Juel qui a fait du copinage, du clientélisme et qui nous a présenté des délibérations a posteriori de recrutement ou autre. Non, à un moment donné, et ici, il y avait Madame Véran, il y avait Monsieur Storail, Madame Touvenot, qui étaient dans les bancs de l'opposition avec nous, et on était vent debout contre ça. Et aujourd'hui, on reproduit le même schéma. Donc, moi, je pensais qu'on arrivait dans une nouvelle mandature, avec des nouvelles règles, claires. De temps, le DGS va vous répondre dans un premier temps et moi dans un deuxième temps. Alors, ce qu'il faut bien voir d'abord, c'est qu'on passe d'un tableau des effectifs à un tableau des emplois. C'est-à-dire que le tableau des effectifs sont les effectifs présents à un instant T, et un tableau des emplois, c'est un tableau qui dénombre des besoins permanents par cadre d'emploi de la fonction publique territoriale. Donc il peut y avoir des changements entre les appellations de l'ancien système et les appellations ou les emplois du nouveau système. Donc c'est ce qui peut expliquer les différences entre ce que vous connaissiez sur le chauffeur et qui devient aujourd'hui un emploi au niveau du cabinet. Ensuite, il y a effectivement eu par rapport à la délibération des 151 emplois, il y a eu des sommes, on a rajouté des emplois soit non permanents, soit permanents, à temps complet ou à temps non complet. En particulier au cabinet, donc il y a eu, vous le savez, 2 créations d'emplois supplémentaires pour arriver à un effectif théorique de 5. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau technique. On fait ce que la loi nous autorise à faire, ni plus ni moins, entre le tableau des effectifs et le tableau des emplois, ce que vient nous expliquer le DGS. Au cabinet aujourd'hui, on est 4. On n'est pas 5, donc il y a toujours un poste vacant. Et sur les postes de contractuels, comme la loi nous y oblige, on monte des jurys avec des candidats qu'on reçoit, y compris sur notre DGS, qui est à côté de moi, qui était dans un premier temps en emploi cabinet, puis après on a monté un jury. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. On a reçu plusieurs candidats. Et à la suite de ça, on a fait nos recrutements. Et dans la qualité vertueuse des jurys, je vous le dis comme je le pense, on en a eu l'exemple pendant ton jury, on a vu des gens formidables. Ça nous a permis d'ailleurs de les recruter ou de les réorienter sur d'autres postes. Donc pendant ce jury-là, des gens formidables. Donc les jurys, c'est très vertueux et c'est très transparent. Et c'est pour ça qu'on les fait. Donc c'est très transparent. Je ne vois pas ce qu'il n'y a pas de transparent dans tout ça. On est dans l'application normale de ce que nous autorise le Code des collectivités
pour embaucher, pour recruter, pour faire des jurys, pour avoir des contractuels. Oui, sur certains postes, pour ne pas dire 99%, on a essayé de faire de la mobilité interne. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, typiquement au CCAS, je prends cet exemple, Madame Massette n'a pas spécialement envie d'être directeur du CCAS. Elle m'a demandé de la réorienter dans certaines fonctions qu'elle aime, qui sont son cœur de métier, et c'est une fonctionnaire formidable avec qui j'apprécie énormément travailler. Donc si vous voulez, n'allez pas chercher des choses tordues là où il n'y en a pas. On est dans des choses hyper tranquilles, hyper classiques. Voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Monsieur Montero, on vous écoute. Vous avez quand même le sens du verbe et de la manière de mettre les choses en situation et en perspective. Franchement, respect. Merci pour ce compliment, je le prends comme ça, hein. On va le prendre cash. Nous avons constaté que le Centre communal d'action sociale, le CCAS de Menton, a procédé ces dernières semaines à la suppression des aides à domicile de nombreuses personnes âgées, pour certaines très âgées et particulièrement vulnérables, et ce du jour au lendemain, malgré le fait que certains de ces aides étaient présents depuis des années, même parfois des dizaines d'années, et ce sans préavis suffisant ni accompagnement vers des solutions alternatives. Alors nous comprenons parfaitement qu'il existe des contraintes budgétaires et que les aides à domicile sont peu nombreuses et d'ailleurs souvent débordées, et nous souhaitons souligner qu'elles effectuent d'ailleurs un travail difficile et nous les remercions. Mais toutefois, retirer brutalement une aide à domicile à une personne âgée isolée, sans transition ni solution de remplacement, et dans certains cas, ces personnes ont même été, on leur a plutôt indiqué de se basculer vers un modèle privé de rentabilité qu'elles ne pouvaient simplement pas payer. Et d'ailleurs particulièrement grave en cette période estivale marquée par des risques de canicule. Donc on aimerait savoir plus précisément vos sujets sur, un, le retrait de certains de ces agents, et deux, la logique d'attribution, si d'autres personnes souhaitent réappliquer suite au retrait des agents qu'ils avaient au domicile, et quels sont les critères précis qui peuvent impliquer ou non soit un retrait, soit une réattribution de ces agents. Alors pour commencer, il y a une modification législative en 2023 qui a séparé en fait, on va dire, l'accompagnement d'une personne dépendante à domicile de l'aide ménagère. On parle de 40 personnes sur la totalité des gens qui sont suivis par le CCAS. Là où je ne peux pas du tout vous suivre pour le coup, c'est dire que ça a été brutal sans accompagnement. Je peux vous dire que Madame Vincette, qui d'ailleurs m'a fait un rapport comme ça quand je suis arrivée en me disant que la loi de 2023 n'était pas appliquée au CCAS et qu'elle espérait qu'avec la nouvelle gouvernance, elle allait être appliquée, je n'ai tout bêtement fait que prendre ces recommandations dans un rapport qui est comme ça, que je suis en train de vous résumer dans la conversation qu'on a tous les deux, pour dire, voilà, maintenant, il faut séparer les deux. On a évidemment privilégié pour les personnes dépendantes à domicile l'aide, et pour celles où c'était que de l'aide ménagère à domicile et qui avaient des ressources financières qui étaient au-dessus du plafond de l'aide du CCAS, on les a réorientées, et je peux vous dire que j'ai moi-même signé un certain nombre de courriers. Madame Vincette et Madame Achtat qui est là peuvent en témoigner. Elles ont fait des réunions explicatives, elles ont proposé aux familles de rencontrer, on a même été jusqu'à proposer de monter des dossiers. Pourquoi vers des organismes privés? Parce que quand on a le plafond qui dépasse pour avoir l'aide du CCAS, il y a au moins une quinzaine de têtes d'organismes sur la commune de Menton. Je ne sais rien, les petits frères, O2, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a toute une série, on a fait toute la liste, et ces personnes qui ont des revenus supérieurs, en prenant ces entreprises, ils vont pouvoir les déduire à hauteur de 60% de leurs impôts. Et ce sont généralement des gens qui payent les impôts, puisque si vous payez des impôts, vous n'êtes pas dans la grille du CCAS. Et on a vraiment fait cette proposition d'accompagnement, y compris M. Sarkozy, sur une table qui est sur votre liste, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré, moi personnellement, avec qui j'en ai parlé, et M. Valli, qui est derrière mon directeur de cabinet, l'a tout de suite appelé, on lui a fait l'accompagnement, on propose tout. Le problème... D'ailleurs, je voulais vous en remercier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que je le comprends, ce sont des personnes souvent d'un certain âge, et c'est des changements qui sont souvent considérés comme brutaux pour eux, et je le comprends, mais... Je peux vous garantir que Mme Vincette, que Mme Achtat, elles ont fait un travail mais incroyable, que quand elles n'y arrivaient plus, c'est mon directeur de cabinet qui a pris le relais, on a proposé aux personnes qu'elles viennent, c'est pas notre rôle normalement, qu'on leur remplisse les dossiers, on a même proposé que les associations, et je crois qu'on va le refaire à la rentrée, viennent sur place au CCAS, les rencontres, les aides, parce qu'il y a même des aides auxquelles elles ont droit avec ces associations dont elles ne se servent pas.
Donc on a fait un accompagnement maximum. À un moment donné, la loi elle supprime et elle distingue les deux activités. Je suis désolée de vous le dire, oui, il faut se mettre dans les clous de la loi. Et je comprends que c'est difficile pour certaines personnes, mais je ne peux pas vous laisser dire que ça a été brutal, parce que je vous garantis que ça n'a pas été brutal. Alors, on a vraiment pris le temps qu'il fallait pour le faire. Et on va continuer. Il n'y a aucun souci. Et on va continuer. L'utilisation de ce terme, simplement, et vous l'avez d'ailleurs réutilisé avec beaucoup de justesse, c'est vraiment les témoignages qui nous sont remontés de la part de ces personnes et qui peut-être soit n'ont pas été inclus dans les boucles ou quoi que ce soit, mais qui ont littéralement reçu un message en disant aujourd'hui cette personne ne viendra plus, et ça a paru très brutal pour elle, d'où le fait que je me suis permis d'utiliser ce terme. C'est pas du tout dans une volonté hostile, au contraire, mais c'était l'interprétation qui nous a été remontée. Je vais donner la parole à Mme Achted Samit, elle va vous témoigner aussi de ce qu'elle vit dans ce... Bien sûr. Alors, nos administrés n'ont pas été du jour au lendemain lâchés. Les services du CCAS, effectivement, ont pris cas par cas pour les accompagner. Quand il y a eu des semaines où il n'y a pas eu de prise en charge, ça a été des priorisations. C'est-à-dire que des personnes qui nécessitaient des soins à domicile ont été mises en priorité, par exemple, pour des personnes recevant des aides de ménage. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même nécessité. Donc effectivement, il y a eu des semaines, des jours, sans prise en charge, sur des priorisations, sur des critères vraiment de santé. Voilà, c'est juste dans ce cadre-là. Je préfère juste le préciser. Je comprends tout à fait, vous avez parfaitement raison de le spécifier, mais dans certains cas, même une aide à ménage peut être, sa disparition peut impliquer des troubles assez réels pour une personne qui a une mobilité bien plus réduite. C'est d'ailleurs le cas de la personne sur ma liste qui, le jour au lendemain, s'est dit mais je suis simplement pas capable de faire tout ce que cette aide faisait jusqu'à maintenant. Cette personne a-t-elle fait le nécessaire pour faire une classification en GIR? Je ne sais pas. Voilà. Je pense que la risque, pas forcément, justement. Le problème, c'est que, vous le savez, d'ailleurs, avec votre colistière, je pense qu'elle connaît aussi ce domaine-là. Il y a aussi des personnes âgées qui n'ont pas envie de passer en GIR, parce que c'est aussi quelque part dégradant pour eux psychologiquement. Oui. Et qui essaient de se maintenir, et je le comprends, et tout ce qu'on peut faire pour les aider, on essaie de le faire, et moi je suis plutôt pour qu'on maintienne le plus tardivement possible les gens à domicile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que d'ailleurs on va donner de la gratuité pour les stationnements, etc. Parce qu'un pédicure, un podologue, un kiné qui va à domicile, c'est maintenir plus longtemps quelqu'un dans son domicile, et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Mais je pense que c'est plus l'effet psychologique de dire il faut que je change de système qui est très difficile, et c'est pour ça qu'on va continuer. Franchement, à accompagner, on va continuer, s'il faut refaire des réunions, on va faire le maximum pour les accompagner. Mais à un moment donné, cette loi 2023, c'est pas moi qui l'ai faite, elle est comme ça, maintenant il faut qu'on l'applique et qu'on arrive à en sortir. C'est très clair, je vous remercie tous deux pour vos réponses. J'enchaîne vers ma prochaine question concernant la piscine municipale de Menton, qui constitue un équipement sportif et de loisirs essentiel pour nos concitoyens. Il nous a été signalé que des travaux portant sur le système d'aération de cet établissement étaient prévus afin de remédier à des dysfonctionnements récurrents affectant la qualité de l'air intérieur et, par voie de conséquence, les conditions d'accueil et d'utilisation de la piscine. Le Cercle des nageurs de Menton, association sportive qui utilise la piscine municipale pour ses entraînements et ses compétitions, se trouve dans l'incertitude quant aux solutions qui lui seront proposées durant la durée des travaux. Si la piscine ferme durant plusieurs mois, cela constituerait une menace pour la survie de l'association. En toute franchise, cette association est venue nous voir pendant la campagne, et c'était une plainte qu'ils avaient déposée par rapport à la dernière municipalité, parce que la durée de travaux qui a été sélectionnée par la précédente mandature était les 6 mois à la hauteur de la saison du Cercle des nageurs. Or, si simplement on avait changé de semestre pour les travaux, l'association aurait survécu, il n'y aurait aucun problème, ils auraient un petit peu souffert, mais c'était pas au milieu de leur saison. Et ils sont venus nous voir en disant, si vous avez un peu de poids avec la précédente municipalité, vous pouvez leur demander simplement de changer ce semestre, parce que c'est vraiment la saison qui est problématique. Et donc on voulait vous reposer la question maintenant que vous êtes aux manettes, déjà savoir l'état des travaux, le début de ces potentiels travaux, et est-ce que vous avez vu avec le Cercle des nageurs pour voir si c'est possible d'adapter les travaux afin de maximiser la possibilité de survie de cette association. Alors, ils sont venus me voir aussi. Donc, je pense qu'ils ont peut-être même vu d'autres candidats, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé de prendre en compte, évidemment, cette demande. Je vais laisser parler M. Bardine, parce que c'est quand même lui qui était aux manettes au moment où ça s'est fait pour le séquençage, les choix, etc. Et après, je vais vous donner les solutions qu'on leur a proposées. Alors, concernant les travaux, effectivement, de la ventilation de la piscine, comme toujours depuis un an qu'on le signale, on démarre les travaux en juillet, début juillet, là, je crois que c'est le 6 juillet, et on devrait terminer début janvier, comme toujours signalé dès le départ. Donc le programme n'a pas bougé, on reste dans le timing qui a été préconisé dès le départ, du départ de chantier, voilà, depuis qu'on en parle depuis un an.
C'est impossible, pardonnez-moi d'appuyer sur ce sujet, mais de changer le semestre, même si ça implique la destruction d'une association? Alors, il n'y a pas que l'association, si vous me permettez, il y a toute la partie scolaire qui est concernée, les bébés nageurs, les scolaires qui vont, plus de 2000 personnes, de 2000 enfants qui apprennent à nager. Et on a calé effectivement le calendrier aussi avec le scolaire sur le semestre. Voilà. D'accord. Proposer des créneaux à la piscine. Pardon. Oui, Gilles. Oui. Je voudrais compléter la chose. La piscine, c'est pour ça que ces dates, elles sont là, parce que c'est plus important de garder la piscine dans ces eaux-là pour les scolaires. C'est plus de 1500 personnes l'hiver à la piscine. Donc l'été, on peut penser que les personnes qui utilisent la piscine, qui ne sont pas scolaires, peuvent utiliser les plages. Donc c'est pour ça que c'est la période la mieux problématique. Pour les travaux. Voilà. Très clair. Sarkozy. Oui, la dernière sur le festival Menton du Rire, Madame le maire, qui a été créé en 2022, offrant à notre ville son propre rendez-vous d'humour, à l'image d'autres manifestations similaires qui jalonnent le calendrier culturel de la Côte d'Azur, comme les plages du Rire à Nice, les remparts du Rire à Saint-Paul-de-Vence, ou encore l'humour à la plage à Jouan-les-Pins. Cet événement se tenait en décembre, sur 3 soirées, au théâtre Francis Palmero du Palais de l'Europe. Son format associé à découverte de jeunes talents et présence d'artistes confirmés de la scène comique francophone. Pourtant, en décembre, il nous a été rapporté pourtant que la nouvelle municipalité envisageait de ne pas reconduire ce festival. Alors nous le déplorons bien évidemment, c'était un magnifique événement et nous voulons vous poser la question si vous êtes absolument décidé sur cette question-là ou si au contraire vous pouvez considérer le fait qu'on maintienne ce festival, le Menton du Rire, qui apportait, il me semble quand même, des événements et une animation de qualité, non seulement au Palais de l'Europe mais à la commune en général. À vous répondre. Merci, Monsieur Sarkozy. Bon, un événement de grande qualité, je retiendrai un petit peu malgré tout les adjectifs. Le constat a été fait, et je ne vais pas vous sortir la tirade de la contrainte budgétaire, mais le constat a été fait malgré tout que sous sa forme actuelle, il n'était pas forcément très avantageux de le conserver. On n'abandonne pas l'humour pour autant, mais il va falloir repenser le format. Le festival représentait un coût global de 44 000 € avec 22 000 € de recettes. Donc au-delà de la perte effective, le constat a été que malgré tout, il n'y avait pas 100% d'occupation et de réservation au niveau du Palais de l'Europe. La tête d'affiche représentée l'année dernière était Anthony Cavana, et Anthony Cavana a rempli à hauteur de 400 personnes le Palais de l'Europe qui en compte 730. Au-delà de cet élément, il faut prendre en considération, donc je pense qu'il est important d'en être conscient, que le Palais de l'Europe a une capacité d'accueil de 730 places, que pour accueillir vraiment une tête d'affiche qui puisse vraiment économiquement être rentable, il faudrait avoir des coûts d'entrée à 120 € si on estime qu'un humoriste réellement qui fait déplacer des foules nous coûterait 50 à 70 000 € sans les coûts logistiques ou d'hébergement. Donc le format est effectivement à revoir. Pour autant, on n'abandonne pas l'humour. Ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que la précédente mandature avait supprimé les crédits liés à la culture. Donc on prend sur l'événementiel, qu'il va falloir repenser une saison théâtrale, musicale et éventuellement justement une saison humoristique l'an prochain, mais avec un autre format. Du coup, ces crédits des 44 000 € ont été reportés sur des événements festifs et gratuits pour les Mentonnais, comme la Saint-Pierre, qui j'espère aura un grand succès le week-end prochain. Je vous remercie. Je suis désolé, il me reste une dernière question. Je vais aller très vite par respect du temps de tout le monde. La municipalité. C'est pas pour moi, je suis pas pressé. Tout va bien. Mais quand même par respect par rapport à mes autres conseillers, moi non plus, je vous assure, mais je veux quand même essayer d'abroger un petit peu mes questions pour ne pas monopoliser la parole, bien que l'exercice soit assez agréable. La municipalité envisage-t-elle de procéder à l'éclairage nocturne du Goussou du rond-point du Bastion et de la reconstitution du moulin à huile de Garavant? Alors, sur l'éclairage, je crois de tête, j'avais vu dans votre question que vous appuyez sur Menton Terramia. Exact. Ça.
C'est bizarre parce que alors, je les ai vus à multiples reprises. Encore là, récemment, j'aurais posé la question, ils ne sont pas au courant. Bon, donc je ne sais pas comment vous êtes coordonnés avec eux. Nos sources viennent directement d'eux aussi, donc Ben oui, c'est bizarre. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas été prévu, parce qu'en fait, dans le cahier des charges, c'était pas dedans. Il y a de l'électricité, je crois, qui arrive, M. Bardou. Si jamais on a envie de le faire. Voilà, bon, au Goussou, on peut le faire, si on veut, mais enfin, c'était pas dans le cahier des charges, et à l'époque, ils ne l'avaient pas demandé. Bon, ils se sont dit après que ce serait une bonne idée. C'est pas impossible. C'est aussi notre rôle. S'ils ont oublié de vous le dire, ils nous le disent à nous et on le soulève. Non, je pense qu'ils ont oublié de le faire, pas quand moi j'étais là, je pense qu'ils ont oublié de le faire à l'époque, de le demander, et maintenant, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui disent que ça serait bien de le faire, d'allumer. C'est ça que je pense. C'est pas impossible. Bon, pourquoi pas, on peut y réfléchir, mais enfin, c'était pas dans la demande initiale. Pour le moulin à huile, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai oublié. Si vous envisagez la réouverture. De l'éclairer. Oui. Il n'y a pas d'électricité. C'est la différence avec la barque. D'accord. Le Goussou, pardon. Il n'y a pas d'électricité, donc c'est compliqué pour l'instant. Peut-être on peut mettre du solaire, je sais pas, on peut réfléchir à des modes alternatifs, ça ferait plaisir à M. Calvin. Mais en attendant, pour l'instant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaine, voilà, donc on n'a pas de moyen de le faire comme ça. Très clair. Monsieur Montero, à vous. Vous n'avez pas des questions? Aussi, vous avez des questions? Une. Oui, on a une question. Mais pour le moulin, il y a l'éclairage public, donc on peut peut-être venir se brancher sur l'éclairage public. Mais je laisse mon collègue lire la question.